Bernadette, nous allons donc entrer effectivement dans le vif du sujet avec les deux intervenants que sont donc Pierre-Henri Gouillon, qui est biologiste, spécialiste de l'évolution, qui est au Muséum d'histoire naturelle de Paris, et Dominique Bourg, philosophe, qui est à Lausanne. Je vais être très bref, je vais simplement, effectivement, chacun va s'exprimer une dizaine de minutes. C'est un dialogue, je voudrais qu'on ait le temps de les écouter dialoguer entre eux. Nous allons ici essayer de regarder quelles sont les différentes visions du vivant, les différentes approches et comment elles peuvent cohabiter, ou comment elles peuvent dialoguer entre elles, en tout cas comment elles peuvent construire un futur qui soit cohérent et qui fasse sens pour nos sociétés. Pierre-Henri. Merci Dorothée, merci pour l'organisation de cette journée. Je suis très heureux d'y être et je suis très intéressé par ce qui va s'y dire. Donc je voudrais reprendre d'ailleurs un nom qui a été cité tout à l'heure par John Crowley, c'est celui de Julian Huxley. C'est pour moi qui travaille dans le domaine de l'évolution, c'est un homme que j'aime bien, que j'admire beaucoup. En plus d'avoir été le président fondateur de l'UNESCO, il a été le fondateur de ce qu'on appelait la théorie synthétique de l'évolution. C'était un zoologiste anglais, le petit-fils de Thomas Huxley, compagnon de Darwin, le frère d'Aldous Huxley, dont tout le monde connaît, je pense ici, le livre majeur, Brave New World. Et c'est aussi un des grands théoriciens, théoriciens de l'eugénisme. Il a écrit un livre qui s'appelle What Dare I Think, ce que j'ose penser, dans lequel qui est un manifeste en faveur de l'eugénisme. Dans les années 30, en fait, tous les scientifiques étaient d'accord sur un point: il était temps de remettre en œuvre un mécanisme sélectif dans l'humanité. Les lois sociales du XIXe siècle ayant supprimé la sélection naturelle dans nos populations, il fallait remettre en œuvre cette sélection, non pas en tuant les gens, justement, c'était ça le progrès, c'est qu'on ne les tuait pas, on les stérilisait. Je vous rappelle que 65 000 personnes ont ainsi été stérilisées, en gros, sur le territoire américain, une proportion encore plus élevée en Scandinavie. La France a échappé à ça grâce au fait qu'à l'époque, nous étions totalement nuls en génétique. Évidemment, la génétique a servi de base au nazisme. L'Allemagne, dans la même période, a stérilisé quelque chose. Alors là, je n'ai pas des chiffres très précis, mais enfin, le chiffre que j'ai, c'est 400 000 personnes. Je ne sais pas si quelqu'un a un chiffre plus précis que ça. Avec d'ailleurs une couverture d'un journal de médecine américain tout à fait remarquable qui disait « Les Allemands stérilisent plus vite que nous, il faut augmenter nos cadences, sinon on va se faire battre ». Ce qui doit nous amener à réfléchir, nous scientifiques, nécessairement. Le fait que l'ensemble de la communauté scientifique ait pu, à ce point-là, entrer dans une démarche que, aujourd'hui, nous réprouvons, doit nous questionner sur nos propres choix de scientifiques d'aujourd'hui. Et personnellement, pour avoir lu les textes, non seulement de Julian Huxley, mais de Karl Pearson, grand statisticien, inventeur du Qui-2, de tous les biologistes en fait de l'époque, et même de Alexander Graham Bell, physicien, eh bien je suis moi je me sens tout à fait concerné par la question: comment les scientifiques peuvent-ils à un moment ou à un autre déraper dans leur choix? Voilà, alors tout ça amène nécessairement à se poser la question de savoir non seulement ce qu'on sait, mais ce qu'on croit. Et là, les choses deviennent plus compliquées, évidemment. Bernadette vient de parler des débats stériles sur les OGM. Il y a des gens, on est nombreux à savoir à peu près ce que c'est qu'un OGM,
Mais parmi les gens qui savent ce que c'est qu'un OGM, il y en a qui croient que ça peut rendre les gens malades, et d'autres qui croient que ça ne peut pas les rendre malades. Il y en a qui croient que ça peut permettre de nourrir l'humanité, et il y en a qui croient au contraire que ça augmentera le nombre de gens qui meurent de faim. Et là, à chaque fois, il s'agit bien sûr d'opinions qui sont intéressantes et qui sont fondées sur des connaissances, mais manifestement pas sur les mêmes. Et c'est là que la chose devient un petit peu difficile à l'heure actuelle, je trouve, dans nos domaines. C'est qu'au sein de la communauté scientifique, on l'a encore vu très récemment à propos d'une controverse que Bernadette donc qualifie de stérile. Moi, je ne suis pas sûr que cette controverse soit stérile. Au contraire, je pense qu'il est important que la communauté scientifique mesure ces tensions, mesure ces différences, mesure sa diversité, même si parfois ça se traduit par des noms d'oiseaux. Il existe manifestement au sein de la communauté scientifique des gens qui croient au progrès avec un grand P. On l'a bien vu quand la France a voulu annexer à la Constitution de la Ve République une charte de l'environnement. Instantanément, les émissaires des académies des sciences, de médecine, etc., ont assiégé l'Élysée pour éviter que ce texte soit annexé effectivement à la Constitution, avec comme argument quasiment unique le fait que ce texte contenant le principe de précaution risquait de freiner le progrès. Je pense d'abord que l'idée qu'il existe un progrès est une erreur. Je suis évolutionniste et effectivement, a posteriori, on a l'impression que l'évolution qui a eu lieu était la seule possible. Mais si on se place à un instant donné, eh bien on se rend compte que les évolutions potentielles sont très très nombreuses. A posteriori, il y a un effet de perspective qui donne l'impression que ce qui s'est passé, c'était l'évolution la seule possible, que ce qui s'est passé dans l'humanité, c'est le progrès le seul possible. Bien sûr, à chaque instant, il est possible de choisir. Et il existe donc un courant chez les scientifiques et dans la société aujourd'hui qui demande que soit remplacée cette idée de progrès inéluctable par l'idée d'une pluralité de progrès, de remplacer un progrès subi par des progrès parmi lesquels on pourrait choisir. Alors, voilà, ça c'est un premier point. Je pense que ça serait important qu'aujourd'hui, on ait un peu une discussion sur qu'est-ce qu'on souhaite comme progrès. Est-ce que vraiment le fait de prendre des précautions, ça freine le progrès, ou au contraire, est-ce que c'est un progrès en soi ? Je pense que toutes ces questions-là devront être débattues aujourd'hui. Deuxièmement, je pense que, et ce n'est pas indépendant, notre vision de la nature, je ne voudrais pas reprendre l'excellente intervention qui a démarré cette séance sur justement les questions du respect des humains et des non-humains. J'ai commencé à parler de l'eugénisme, je vais un peu finir en reparlant. Au fond, l'eugénisme était une utopie progressiste, il faut bien s'en rendre compte. L'idée était de débarrasser l'humanité de toute une série de difficultés liées à des gens inadaptés. Et cette utopie s'exerçait d'une façon que nous considérons bien sûr aujourd'hui comme inadmissible. Et au fond, si nous la considérons comme inadmissible, c'est parce qu'elle heurte à un autre principe que le principe du progrès, qui est le principe de respect de la dignité humaine, qui a été établi à partir de Nuremberg. Donc si l'eugénisme a disparu, c'est certainement à la suite de Nuremberg, progressivement, puisque à ce moment-là, le respect de la dignité humaine est devenu un impératif plus élevé encore que l'impératif de progrès. Ce qui est intéressant sur ces questions, c'est qu'on voit que progressivement, depuis la dignité, le respect de la dignité humaine, la question se pose de la dignité de l'animal. Et comme me le disait récemment encore Jean-Claude Amezen, on est en train d'essayer de regarder comment respecter les non-humains dans un schéma top-down. On va voir parmi ce que nous nous sommes attribués comme dignité, nous acceptons de partager avec certains autres vivants non-humains. Peut-être qu'une démarche bottom-up serait plus intéressante. Quel respect devrions-nous accorder à l'ensemble du vivant ?
Et ensuite, parmi ces vivants, quels sont ceux qui, en plus, pourraient réclamer un respect supplémentaire du fait de leur constitution, du fait de leur conscience. Et puis, enfin, qu'est-ce que parmi tout ça, eh bien, les humains doivent pouvoir obtenir comme respect particulier. Alors, si jamais on réfléchit à ces questions de cette façon, quel respect doit-on à l'ensemble du vivant, eh bien, on voit qu'on se pose la question d'une façon un peu globale, et je voudrais terminer là-dessus. Je pense que ce qui apparaît aujourd'hui dans les débats que nous avons autour des applications des sciences de la vie pour l'avenir, c'est quand même le fait que toutes ces questions de savoir qu'est-ce qui doit être considéré en tant que progrès, de comment est-ce qu'on doit voir notre rapport avec la nature, eh bien, ce télescope avec une vision du monde, deux visions du monde qui s'opposent elles aussi, une vision qu'on a longtemps appelée réductionniste, au fond, hein, l'idée étant que le monde est fait d'éléments simples et que travailler sur ces éléments simples, c'est le meilleur moyen de l'améliorer. C'est ce qu'avec un collègue qui s'appelle Miguel Benassayag, on a appelé la technique, la vision du monde comme un Lego. On va changer les morceaux et puis tout ira bien. On va améliorer les choses comme ça. En espérant bien sûr que quand on change une pièce, eh bien, les conséquences qu'on obtient sont à peu près prévisibles. Une autre partie de la communauté scientifique et de la population voit le monde comme un système complexe, fait d'interactions extrêmement importantes et dont il est très difficile de prévoir quelles seront les conséquences du changement d'un élément dans ce système. La complexité, c'est fascinant, mais c'est un peu effrayant, puisqu'effectivement, ça amène à ce que d'émergence en émergence, tel ou tel changement fait à la base aboutisse à des résultats relativement imprévisibles. Selon qu'on voit les choses de cette façon, selon qu'on voit le monde comme un système complexe ou comme un Lego, selon qu'on voit nos rapports à la nature comme essentiellement différents de rapport aux humains ou non, selon qu'on pense qu'il existe un progrès technique et que c'est celui-là qu'il faut poursuivre le plus vite possible, ou qu'il y a des progrès possibles et qu'il s'agit de les choisir, eh bien, je pense qu'on prend des attitudes, des postures très différentes vis-à-vis des questions qui nous préoccupent aujourd'hui, et j'espère que c'est de ça qu'on avancera sur ces questions au cours de la journée. Merci.